Madame, Monsieur, bonsoir. Édition spéciale de ce journal consacré évidemment à l'élection présidentielle en France. Emmanuel Macron serait président pour 5 années supplémentaires selon les premiers sondages de sortie des urnes. Il l'emporterait avec au moins 55% des voix. Information toujours à prendre avec précaution. On va y revenir puisque ce journal se passera en grande partie à Paris avec Laurent Mathieu, mais aussi avec nos envoyés spéciaux. Damien Roulette est dans le QG de Marine Le Pen et Quentin Warlop est avec les sympathisants d'Emmanuel Macron sur le Champ de Mars. Et puis on prendra la température aux 4 coins de la France, dans les fiefs des candidats, sur les terres de Marine Le Pen, à Hénin-Beaumont. On sera à Rodez, où Emmanuel Macron a largement dominé au premier tour. On ira aussi à Marseille, où on scrute avec attention le vote des électeurs de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Et enfin, on sera en direct d'une soirée électorale à Paris. On parlera donc longuement de l'actualité en France, mais tout d'abord cet événement en sport, victoire de Remco Evenepoel sur Liège-Bastogne-Liège. Un exploit pour le Belge, il a même eu le luxe d'arriver en solitaire à l'arrivée. Et puis exploit aussi pour la Belgique, puisque le podium est entièrement noir-jaune-rouge. Je vous propose de revivre cette course avec Frank Peterken. C'est un des exploits les plus importants du cyclisme belge de ces dernières années. Remco Evenepoel qui franchit seul la ligne d'arrivée pour remporter son premier monument et inscrire son nom au palmarès de Liège-Bastogne-Liège. C'est un véritable rêve qui, à 22 ans, devient déjà réalité. Le premier tournant de la course, le voici. C'est l'image choc du jour. Une chute collective impressionnante dont la victime principale est Julien Alaphilippe. Le champion du monde est dans le fossé. Pour lui, c'est l'abandon. Les rescapés, eux, arrivent déjà dans la redoute, la côte de Philippe Gilbert, qui avec son dossard 151 dispute là sa dernière doyenne. Et c'est là, à 30 km de l'arrivée, au sommet de cette bosse mythique, que la course va se dessiner. Remco Evenepoel place une accélération fulgurante. Le jeune Belge va remonter tous les coureurs intercalés pour se retrouver en tête aux côtés du Français Armirail. Derrière, le peloton avec Van Aert et les autres favoris est désormais compact et a pratiquement 40 secondes de retard au moment d'aborder la Roche au Faucon. Une dernière difficulté où Remco attaque pour se retrouver seul, tandis que le peloton, lui, ne reviendra plus. Le jeune Belge a alors le temps de savourer, de repenser à ses mois de galère après sa chute en Lombardie et aux efforts consentis pour revenir. Remco profite avant son arrivée triomphale à Liège. Il remporte là la plus belle victoire de sa carrière. C'est fou, mon premier Liège, j'ai gagné, c'est incroyable. C'est un rêve qui devient réalité. Et je me sentais tout bien aujourd'hui. Je pense que c'était ma meilleure journée de toute l'année déjà. Et incroyable. Derrière Remco, 2 autres Belges, Hermans et Van Aert, soit un podium 100% noir-jaune-rouge. Et on reviendra sur cette course dans ce journal. On parlera aussi de la situation en Ukraine et des hommages après la mort du chanteur Arnaud. Mais avant tout cela, Laurent, je vous laisse donc prendre le relais pour l'élection française. Et on a déjà des premiers sondages, on l'a dit, à la sortie des urnes. Tout à fait, Mariam. On a même maintenant, semble-t-il, des estimations. Je vais me tourner vers notre spécialiste, Annick Capel. Vous me confirmez, il y a de la nouveauté. On a donc maintenant des estimations ? C'est-à-dire, oui, des estimations, c'est-à-dire des chiffres basés sur les premiers dépouillements des bulletins de vote, puisque les bureaux de vote ont fermé leurs portes à 19h. Et ces chiffres se trouvent dans la partie supérieure de la fourchette que nous vous avons communiquée depuis le début de cette émission. Ils tourneraient plutôt autour de 57, voire 58, pourrait même dépasser les 58%. Donc c'est un résultat plus encourageant pour le président sortant, qui semble être en bonne voie pour reprendre la route de l'Elysée. Oui, c'est encourageant pour Emmanuel Macron, c'est encourageant aussi pour ses sympathisants, on l'imagine. Ses sympathisants, ils se trouvent au Champ de Mars, tout près de la Tour Eiffel. C'est là qu'Emmanuel Macron a prévu de fêter sa victoire, 6 victoires il y a. C'est là aussi que se trouve Quentin Warlop. Quentin, j'imagine que tout doucement, ces estimations doivent commencer à se répandre auprès des sympathisants et qu'on a plutôt le sourire.
Oui, le sourire sur les lèvres de pratiquement tous les sympathisants. Je discutais tout à l'heure avec quelqu'un qui me disait attention, il faut quand même attendre 20h, mais on vient ici juste derrière moi et vous le voyez de distribuer des drapeaux noirs, jaunes, rouges. Un proche d'Emmanuel Macron me disait tout à l'heure oui, ça sent bon, effectivement, ça tournerait autour de 55-58%, mais la victoire d'Emmanuel Macron ne fait quasiment plus aucun doute ici sur le Champ de Mars. Emmanuel Macron réélu donc pour 5 ans. Il faudra attendre tout à l'heure la confirmation officielle, mais ce sera aussi pour lui une revanche de prendre la parole juste derrière moi. Vous le voyez sur ce pupitre qui est juste là, à peine 10 mètres de nous, sur ces images de Radouane El Baroudi. Vous le voyez bien, Emmanuel Macron va prendre la parole ici avec la Tour Eiffel juste derrière. Il faut savoir que pour la petite histoire, il devait prendre la parole il y a 5 ans lors de son élection, mais la mairie lui avait interdit. Il avait donc dû trouver un autre endroit. Pour lui, ce sera donc une certaine forme de revanche. Merci beaucoup Quentin Warlop qui est avec les sympathisants d'Emmanuel Macron. Direction maintenant le QG de Marine Le Pen au Bois de Boulogne. Alors Damien Roulette, vous êtes sur place. Vous nous avez dit dans la spéciale qui précédait ce journal que pour le moment les sympathisants faisaient semblant de ne pas voir les chiffres qui sortaient. Maintenant qu'on a, semble-t-il, des estimations, est-ce que le sourire est toujours là ou est-ce qu'on est en train de le perdre tout doucement ? En tout cas, les discussions vont bon train et les verres sont en train de se remplir ici. On a l'air d'être un petit peu calme, serein, prudent par rapport à ces premiers résultats et on va attendre jusqu'au bout. C'était déjà l'attitude qu'il y avait eu au premier tour, même si à l'époque il y avait un sourire en coin, il faut bien l'admettre. Alors pour l'instant, prudence, donc je vous le disais, Marine Le Pen est à l'étage ici, elle ne va pas s'exprimer avant 20h, avant l'officialisation des résultats. Et donc ici, on discute, on attend, surtout on se montre très prudent et on dit que non, il n'y a pas de défaite. L'écart sera très réduit entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ce qui promet un printemps et des élections au mois de juin très chaudes. Merci beaucoup Damien Roulette pour ce point en direct. Et vous l'avez compris, ce dimanche d'élection touche doucement à sa fin. En tout cas, il arrive dans sa dernière ligne droite. On va la vivre ensemble, cette dernière ligne droite. C'est un dimanche d'élection qui a commencé très tôt avec l'ouverture des bureaux de vote ce matin. Certains électeurs se sont rendus aux urnes avec de l'espoir, d'autres avec résignation. Retour sur cette journée si particulière avec Benoît Feith. Bonjour. Un dernier bain de foule pour Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ce matin dans les rues du Touquet. Le président sortant affichant sourire et confiance avant de se rendre au bureau de vote local où il a pu glisser son bulletin dans l'urne comme des millions de Français l'ont fait aujourd'hui. Bain de foule également pour son adversaire Marine Le Pen qui a traversé son fief de Hénin-Beaumont ce matin accompagné de Steve Briouat, élu du Rassemblement national et maire de la ville depuis 2014. Les candidats ont ensuite rejoint leur siège de campagne dans l'attente des résultats de ce second tour. Un scrutin qui a mobilisé les convaincus mais qui a parfois eu du mal à passionner les Français et surtout les électeurs de gauche. Je pense que de la même façon que moi aujourd'hui, énormément de gens qui ont voté Mélenchon au premier tour ne voteront pas ni Macron ni Le Pen au second. Et j'aurais jamais voté Macron de toute façon. Un choix qui passe mal auprès de tous les électeurs qui se sont avant tout mobilisés ce dimanche de Paris à Marseille pour faire barrage à l'extrême droite. Ça me met extrêmement en colère. Voilà, je suis en train de me demander si ce serait pas envisageable de rendre le vote obligatoire pour que la démocratie elle soit effective et que chacun prenne ses responsabilités, même quand on n'est pas forcément très emballé par l'un des candidats. C'est une façon de s'exprimer, hein. Si on ne s'exprime pas là, où c'est qu'on va s'exprimer? Déjà, même quand on s'exprime, on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais enfin, bon, on s'exprime. Bon, on le dit. Maintenant, après, hein, ce qui se passe après, on ne sait pas. Ce que l'on sait par contre, c'est que le taux de participation à ce scrutin était estimé à un peu plus de 63% à 17h aujourd'hui. Une participation en baisse comparée au second tour de la dernière élection présidentielle de 2017. Et comme on vous le disait, les estimations, pour le moment, on va attendre 20h, les estimations officielles, mais les estimations qui nous parviennent mettent Emmanuel Macron vainqueur autour de 57-58%. On va en parler avec vous, Anne Muxel. Vous êtes directrice de recherche en sociologie et en sciences politiques au CEVIPOF. Si Emmanuel Macron gagne, si on utilise le conditionnel avec 57-58%, est-ce qu'on pourra dire qu'il a été bien élu ?
Oui, il a été bien élu par rapport à ce qui était estimé jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il est élu dans la fourchette plutôt haute des estimations de ces derniers jours, et qui montre qu'effectivement il y a une mobilisation en tout cas en sa faveur, et que Marine Le Pen enregistre elle aussi quand même un nombre de suffrages important. C'est quand même un record, ce serait un record beaucoup historique. Plus qu'en 2017. Bien sûr, ce serait un record quand même historique pour une élection présidentielle en France, mais c'est moins sans doute que ce qui était escompté. Alors après, il faut regarder de près ce qu'il se passe dans certains territoires, notamment les Outre-mer. On a pu voir que Marine Le Pen obtenait un nombre de suffrages très important. Il faut après regarder attentivement la façon dont ce vote départage finalement les territoires sur le sol national et en métropole. Anne Muxel, vous restez évidemment avec nous, mais on va rejoindre Marc Sirlereau qui se trouve en région parisienne, dans le 20e arrondissement. C'est là qu'est organisée une soirée électorale qui réunit, si j'ai bien compris, plutôt des électeurs de gauche. Alors comment est-ce qu'on vit cette soirée électorale et est-ce que ces premières estimations sont parvenues jusque chez vous ? Oui, elles sont parvenues jusqu'ici, mais c'est assez paradoxal. On a l'impression que la plupart des jeunes qui sont ici, ils sont tous jeunes quasiment, ont peur, mais ne veulent pas tous savoir avant 20h. Comme s'ils attendaient les 12 coups de minuit au réveillon de Nouvel An. Vous voyez, c'est un peu étonnant vu de Belgique. Et ils attendent ça avec impatience. Ils rentrent dans la salle pour avoir ce résultat officiel. Alors, ils sont de gauche, je l'avais dit. Beaucoup ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. D'autres ont voté pour Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Fabien Roussel. Et la plupart reconnaissent qu'ils ont été votés aujourd'hui, parfois à contre-cœur, pour faire barrage à Marine Le Pen. Merci beaucoup Marc. Et les estimations continuent de nous parvenir. On est en train de les affiner. On aura les estimations à 20h. Surtout restez avec nous. Et on sera particulièrement attentif évidemment au report de voix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui a fait plus de 7 700 000 voix au premier tour, on le rappelle. Et il a également fait d'excellents scores dans le Nord. Il est par exemple arrivé en tête à Givet. C'est à la frontière franco-belge. On a donc envoyé nos équipes sur place pour voir comment se sont comportés les électeurs à Givet. Reportage Tristan Godard. Une commune, 2 candidats, 3 ambiances. Au marché, il y a les fans de Marine Le Pen, ceux qui espèrent. Madame Le Pen. Oui. Au bureau de vote, les partisans de Jean-Luc Mélenchon, déçus du premier tour et réalistes. Ah, faut faire son bon devoir de citoyen, hein. Enfin, au restaurant, ceux qui passent entre 2 tours de la gauche radicale à l'extrême droite. Elle a de bonnes idées, Marine Le Pen. Elle a de très bonnes idées. Givet, c'est une exception. L'une des rares communes ardennaises à avoir placé le candidat de la France Insoumise en tête des votes. Plus de 31% des voix, devant Marine Le Pen 27% et Emmanuel Macron 21%. Alors évidemment, ce matin, au marché, on se posait cette question. Que vont devenir les voix de Jean-Luc Mélenchon ? C'est le gros sujet, justement, là. Eux ont la réponse. Jeannie et Daniel, partisans de Marine Le Pen, mais résignés. Toutes les voix de Mélenchon vont partir à Macron. Ceux qui sont déçus de ne pas avoir eu Mélenchon, ils vont reporter leur voix ou alors ils vont voter blanc. Retour au bureau de vote. À voter. À Givet, certains redoutent l'abstention des déçus du premier tour. Alors, les mélenchonistes passeront-ils le rideau de l'isoloir ? Pas d'hésitation pour Antonio et Patricia, ce sera Macron. Du quinquennat, il a quand même tapé les gilets jaunes, il s'est tapé le Covid, il s'est tapé un peu tout. Là maintenant avec la guerre, donc après, un président qui arrive à assumer tout ça, c'est pas évident. Pour Liliana, si ce n'est pas Mélenchon, ce ne sera pas non plus Macron. Pour elle, c'est un virage à 180 degrés. Aujourd'hui, pourquoi ne pas donner la chance à cette fameuse Marie Le Pen? On verra. Bon, après, j'espère qu'elle ne nous décevra pas. Parce que là, je regretterai mon vote. Mais bon, c'est tout. Changeons. Changement ou continuité, les Givetois ont voté. Le sort en est jeté. Voilà pour Givet où Jean-Luc Mélenchon était arrivé en tête au premier tour. Ce qui n'était pas le cas à Hénin-Beaumont, c'est l'un des fiefs du Rassemblement national. Là-bas, c'est Marine Le Pen qui était arrivée en tête. On va y rejoindre Guillaume Wolf. Guillaume Wolf, dans la spéciale, vous étiez dans un bureau de vote. Est-ce que c'est toujours le cas ? Décrivez-nous l'ambiance, faites-nous vivre cette soirée électorale.
Oui, on est un petit peu entre deux eaux à la fois. Là-bas, ça dépouille. On est en train de compter ces bulletins de vote, ces tout petits bulletins de vote avec l'œil attentif de tout un tas de citoyens qui sont venus. Et puis de l'autre côté, là, c'est plutôt au niveau national que ça se passe puisqu'on est branché sur les écrans pour voir les résultats et puis pour recevoir aussi tous les résultats de tous les bureaux de vote d'Hénin-Beaumont. Hénin-Beaumont où on a passé la journée aujourd'hui où on a assisté au vote de Marine Le Pen sous le coup de 11h. Elle s'est offert en fait un grand bain de foule, un dernier bain de foule. C'est un petit peu ce que je vous propose de découvrir en ce reportage réalisé aujourd'hui avec Jean-Marie Lequesel et Jean-Marc Leroy. Comité d'accueil devant le bureau où Marine Le Pen vient voter. À Hénin-Beaumont, elle a obtenu plus de 50% des voix au premier tour. Elle est en terrain conquis. On croise les doigts qu'elle passe. On veut Marine qu'elle soit présidente. On ne veut plus de Macron. Je viens de Roubaix. Vous avez fait la route jusque-là? Ouais, pour moi la voir. À 11h, la voilà, entourée d'une nuée de caméras et de 200 supporters qui espèrent la voir de près. La candidate prend le temps pour chaque photo. Si elle ne peut plus s'exprimer, faire campagne, ces images d'une Marine Le Pen proche des gens seront diffusées toute la journée. Vient alors l'heure du vote, dans le protocole habituel. Madame Le Pen, Marine, numéro 578. À la sortie, toujours entourée de caméras, la candidate choisit ses mots. Madame Le Pen, vous êtes confiante? Je suis sereine. Comme au premier tour. La confiance est davantage présente encore chez ses supporters. Je pense qu'elle va passer. Vous avez la confiance? Oui, carrément. On garde toujours confiance. Donc on aura le résultat, on verra. Hein. Vous n'êtes pas trop stressé? Pas du tout. Non, c'est normal. C'est tout, c'est un vote comme les autres et puis il faut avoir foi en ce qu'on pense et puis c'est tout. Hein. Même confiance chez ses plus proches soutiens, alors que les sondages de fin de semaine donnaient Emmanuel Macron en tête. Je ne tiens pas trop compte parce que les sondages se plantent généralement. Je suis plutôt optimiste parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui voudront faire barrage, et barrage à Macron. En cas de victoire, une soirée de fête est prévue à Hénin-Beaumont. C'est bon, merci. Oui, et il faudra voir si la fête sera totale, puisque les estimations que nous avons pour le moment donnent plutôt Emmanuel Macron vainqueur. On va les affiner d'ailleurs dans un instant avec Annick Appel. Mais d'abord, peut-être un mot avec vous, Anne Muxel. Vous me disiez hors antenne, il faut tout de même être attentif à l'abstention. Aujourd'hui, c'est vraiment important. Si cela se confirme, si nous avons bien 28% d'abstention, c'est aussi un record important pour une élection telle que celle-là. Bien sûr, nous n'atteignons pas le chiffre de l'abstention de 2002, qui était de 28,4, mais peut-être que nous allons l'atteindre. Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac à l'époque. Voilà, et c'est quand même un taux très important qui montre bien qu'il y a quand même eu une démobilisation de la part d'une partie significative de l'électorat, qu'il y a eu aussi sans doute dans cette abstention une dimension de protestation, d'expression d'un mécontentement, de l'impossibilité de choisir pour certains électeurs entre les deux candidats en lice. Donc il faut prendre acte de l'importance de cette démobilisation. Et autre particularité, généralement les seconds tours de l'élection présidentielle enregistrent plutôt un surcroît de participation. Or là, on aurait un surcroît d'abstention, comme cela s'est produit en 2017 aussi. C'était assez atypique par rapport aux élections précédentes sous la Ve République. Généralement, le deuxième tour présidentiel mobilise. Il y a deux candidats en lice, une compétition claire et mobilise davantage que le premier tour. Or là, malgré les résultats que l'on va commenter, il reste que cette abstention est importante. Mais vous avez raison. Commentons-les ces résultats avec Annick Appel. Annick, donc maintenant on le dit, ce ne sont plus des sondages sortis des urnes, ce sont des estimations puisqu'on a commencé à dépouiller. Quels sont les derniers chiffres ? Eh bien, la victoire tant redoutée de l'extrême droite n'aura pas lieu puisque c'est bien Emmanuel Macron qui semble être en passe d'être réélu avec cette fois plutôt 58% des voix selon les premières estimations officielles. C'est une moyenne de plusieurs sources qui nous parviennent. Victoire donc d'Emmanuel Macron, mais surtout, on l'a répété, score historique pour l'extrême droite qui n'a jamais été aussi importante puisque si on compare les chiffres
l'évolution des chiffres du parti. Depuis 2002, 18%, il y a 5 ans, 33%, et maintenant peut-être 42%. C'est énorme. Et donc une France qui apparaît plus que jamais divisée au soir de ce deuxième tour. Et les estimations officielles, on les vivra ensemble, ce sera à 20h. Peut-être juste brièvement, maintenant c'est une nouvelle campagne qui va commencer, c'est celle des législatives, c'est le fameux 3e tour de la présidentielle. C'est ça qui va se passer sans doute dans les jours et les semaines qui viennent. Oui, bien sûr, depuis la réforme du quinquennat, l'élection présidentielle et dans la foulée l'élection législative, les élections législatives donnent évidemment une certaine cohérence à l'ensemble de la séquence. Et tout ce qui va se jouer lors de ces législatives, c'est de savoir si elles vont confirmer ce choix présidentiel comme cela a été fait dans les élections précédentes ou au contraire. Je dois vous interrompre, Anne Muxel, désolé, c'était Schalke au premier tour, mais on va retrouver Mariam Allard pour le 19h30 car l'actualité évidemment continue. Mariam, on se retrouvera un peu plus tard dans le journal, mais c'est à vous, Ariers, pour le reste de l'actualité. Merci Laurent, et on vous retrouve un petit peu avant 20h. L'actualité, elle se déroule donc aussi en Ukraine aujourd'hui, où l'Est et le Sud sont les objectifs affichés de l'armée russe. Dans ces régions, de nombreux habitants ont dû passer la Pâque orthodoxe cloîtrée chez eux. Nos envoyés spéciaux, Joséphine Turli, Gary Wantier et Sébastien Joris, se sont approchés de la ligne de front dans la région de Zaporijia, dans la dernière ville avant les territoires occupés par les Russes. Personne, aucun mouvement. La ville compte normalement 15 000 habitants, mais les rues sont désertes. Le chef de la police a été contraint d'imposer un couvre-feu. Malgré la grande fête de Pâques, les agressions russes et les tirs d'artillerie continuent. On était obligé de mettre en place un couvre-feu pour protéger les civils qui sont restés ici. On essaye de limiter les risques pour les habitants. Orikiv se trouve près de la ligne de front, à portée de tir de l'artillerie russe. La police nous guide vers une habitation touchée par les derniers bombardements. Pour cet homme, dimanche de Pâques est un jour de deuil. Quelle Pâques ? Comment faire la fête ? C'est le deuil. Je ne peux même pas aller voir la tombe de mon épouse. Qu'est-ce que vous croyez ? Au centre-ville, cette place devrait être bondée. C'est celle qui mène vers l'église. D'habitude, un jour comme celui-ci, tout le monde se réunit près de l'église pour la bénédiction du pain de Pâques et des œufs décorés. L'endroit est devenu infréquentable, survolé par des drones. À peine visibles, mais dont on entend le son. C'est un drone des occupants. Il effectue une reconnaissance de la ville pour ensuite préparer les tirs, peut-être des tirs d'artillerie. Qu'est-ce que c'était ? Ce sont des tirs de chez nous. On essaye d'abattre les drones car ils vont repérer les positions de nos lignes de défense. Aucune trêve dans cette ville qui craint l'invasion des forces russes. Et puis les hommages pleuvent depuis la mort d'Arnaud. La scène musicale belge se souvient de sa voix, ses textes, sa personnalité touchante. Ostende, sa ville natale aussi, il lui avait chanté son amour. Aujourd'hui, elle le met à l'honneur à son tour. Reportage à Ostende de Joris Boulouc, Marc Florent et Daphné Fanon. L'odeur de la mer, les mouettes, la plage, cette ambiance qu'Arnaud chérissait tant et qui l'inspirait. Ostende, sa ville natale, qu'il a vu grandir. Ici, tout le monde ou presque a un souvenir, une anecdote à raconter au sujet du chanteur. Je l'ai rencontré une fois, il y a 40 ans, mais je ne me le souviens pas parce qu'il était un peu ivre à ce temps-là. Et il m'a parlé en ostendais, le patois d'Ostende, et je ne comprenais rien du tout. Ostende, c'est aussi la ville qui a vu naître sa carrière d'artiste, ses premiers concerts dans les petits bars qui, au fil du temps, sont devenus ses endroits favoris. Hier vond hij dan rust, omdat alles wat hij hier hoorde was zo nooit. Wat is dat? Wat is dat?
maar toch wel ook van wie is dat en wie is dat? Un peu plus loin, devant une immense fresque, les gens viennent se recueillir. Un registre de condoléances a d'ailleurs été ouvert. Les témoignages sont nombreux et particulièrement touchants. Oh là là, c'est magnifique. Ja, je veux vivre. En dan het laatste, les yeux de ma mère. Heel mooi, heel ontroerend. Ik heb het liedje voor het eerst leren kennen op het overlijden van mijn moeder. En we hebben het ook laten spelen. En dat vergeet ik nooit. Arnaud, c'est ici qu'il est né et c'est ici, dans les vagues de la mer du Nord, que seront emportées ses cendres, où il reposera à jamais. Stromae, B.J. Scott, Mireille Mathieu, Adamo et même le Premier ministre, ils sont nombreux à avoir eu quelques mots pour le chanteur. C'était un ami pour beaucoup et pour de nombreux Belges, Arnaud, c'était une voix incontournable de la musique rock. On va le voir dans ce reportage de Benjamin Domry, Karima Saidi et Martin Biltereis. Oh là là là, oh là là là, oh là là là. C'est magnifique parce qu'aujourd'hui, Arnaud résonne encore dans le cœur de nombreux Belges. On peut être fier de l'avoir comme icône belge. C'est magnifique parce qu'aujourd'hui, les saillies du rocker résonnent encore dans la tête de nombreux Belges. C'est quelqu'un qui représente bien les Belges, donc des gens qui aiment bien un petit peu de rigoler d'eux-mêmes et qui ont de l'autodérision. Et donc quand je revois même les images que vous montrez hier, il arrive à me faire rire avec très peu de choses, quoi. Donc c'est assez marrant. Je joue partout, je suis ouvert comme une vieille pute. C'est magnifique parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'Arnaud résonne dans le cœur de toutes les générations. Moi, il me vient en tête la chanson Les filles du bord de mer que j'écoutais et que j'écoute aussi pendant des booms avec des gens. C'était chouette cette voix inimitable qui résonne encore ce soir sur la Grand Place de Bruxelles, dont il était citoyen d'honneur. À l'hôtel de ville, un registre de condoléances a recueilli plusieurs attentions. Cette voix rauque matinée d'un accent flamand, elle avait collaboré avec les plus grands qui lui rendent hommage, comme Stromae. Lors d'un concert hier aux États-Unis. Tandis que B.J. Scott, elle, se souvient de cet improbable duo. On pouvait ne pas se voir pendant un an, un truc comme ça. Et on se retrouvait toujours avec bonheur et simplicité. Et c'est ça, être ami avec Arnaud. Ça fait moins peur de mourir à plusieurs. Putain, il va manquer. C'est certain. Je vous rappelle à présent en sport cet exploit de Remco Evenepoel. Le Belge remporte Liège-Bastogne-Liège à 22 ans seulement. C'est son premier monument du cyclisme. Et l'autre image forte de cette course, c'est celle-ci. Regardez, Philippe Gilbert qui franchit la ligne d'arrivée. C'est la dernière fois que l'on verra cette image. Le Belge met fin à sa carrière en fin de saison. Ils étaient nombreux à l'encourager sur le bord des routes pour sa dernière doyenne. Liège-Bastogne-Liège, c'était vraiment sa course, celle où il pouvait traverser son village natal de Remouchamp. Et puis je vous propose maintenant de retourner à Paris. Dans quelques minutes, sauf grande surprise, on devrait connaître le nom du grand vainqueur de l'élection. Les derniers sondages, les estimations affirment que donc, Emmanuel Macron l'emporterait avec près de 57% des voix. Laurent Mathieu, on vous retrouve donc pour les prochaines minutes et pour vivre ensemble avec vous à Paris l'annonce du vainqueur. Tout à fait, Mariam, et on va connaître cette annonce officielle à 20h pile, c'est dans moins de 2 minutes, donc on ne va pas perdre de temps, on va directement se rendre dans le QG d'un candidat brièvement pour reprendre le pouls avant 20h, peut-être chez Damien Roulette. Damien, j'imagine qu'on attend les résultats, décrivez-nous la scène sur place. De fébrilité ici et vous le voyez sans doute derrière moi, c'est désormais noir de monde, c'est complètement bondé, chacun a son petit verre, son petit four et attend désormais les résultats. Le coup de 20h, TF1, le direct de TF1 a été mis à fond ici au pavillon à l'entrée du Bois de Boulogne. On attend donc désormais avec prudence et sérénité les résultats. Merci beaucoup Damien, ces résultats on les aura dans 1 minute à peine, donc très brièvement on va chez Quentin Warlop. Quentin, même mission, faites-nous vivre en 30 secondes l'atmosphère au Champ de Mars avec les sympathisants d'Emmanuel Macron.
Eh bien, il suffit, Laurent, de voir ce qui se passe derrière moi. Et 1, et 2, et 5 ans de plus. Voilà ce que crient les militants et les supporters de leur champion d'Emmanuel Macron ici sur le Champ de Mars, où il y a 3000 personnes qui sont réunies pour vivre ce moment qu'ils nous disent historique, avec des drapeaux bleu, blanc, rouge, des drapeaux européens qui ont été placés. Je me retourne, le résultat sera donné dans moins de 20 secondes ici. Et nul doute donc qu'Emmanuel Macron sera désigné président et que la place ici va voilà le résultat. Quentin, je vous interromps car les résultats sont en train d'être présentés. Vous le voyez, Emmanuel Macron, 58,2%. Emmanuel Macron qui va donc rempiler pour un mandat. Vous voyez, Marine Le Pen est à 41,8%. C'est donc Emmanuel Macron qui sera le prochain président. Vous entendez peut-être les klaxons à Paris et prenons directement la direction du Champ de Mars. Quentin, je vous ai interrompu. Alors reprenez la parole et faites-nous vivre ce moment parmi les sympathisants d'Emmanuel Macron. Il continue à chanter et 1, et 2, et 5 ans de plus. Oui, Emmanuel Macron est donc réélu président de la République. Vous le voyez, des drapeaux bleu, blanc, rouge, des drapeaux européens ici sur le Champ de Mars. 3000 personnes réunies. Forcément, on voit des embrassades, on voit des cris, on voit énormément de jeunes aussi qui ont fait le déplacement ici à Paris sur le Champ de Mars avec... On nous dit la famille d'Emmanuel Macron, les soutiens politiques qui vont arriver ici entre 20h15 et 20h30. Emmanuel Macron, lui, prendra la parole à 21h à peu près. C'est ce que nous disent les proches d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui prendra donc la parole ici sur le Champ de Mars. Lui qui n'avait pas pu le faire en 2017 parce que la mairie de Paris le lui avait interdit. Et Emmanuel Macron réélu pour 5 ans de plus donc. Merci beaucoup Quentin Warlop de nous avoir fait vivre ce moment et on va peut-être aller prendre le pouls du côté du QG de Marine Le Pen. Damien Roulette, vous êtes sur place, j'imagine qu'évidemment l'ambiance est un peu moins festive. Morosité, énorme déception ici au QG de Marine Le Pen. Lorsque les résultats sont apparus sur les écrans, eh bien, il y a eu des huées. Ce 58-42 ne satisfait pas les électeurs de Marine Le Pen. Des huées pendant une vingtaine de secondes et puis quelques bravos mais timides. Ici, il n'y a pas les drapeaux qui flottent comme c'était le cas au premier tour. Il n'y a pas de « on a gagné », cette atmosphère de stade de football qui était très perceptible lors du premier tour. Alors désormais, qu'attendre ? Eh bien, le discours de Marine Le Pen. On s'attend d'abord à ce qu'elle téléphone à Emmanuel Macron comme elle l'avait fait en 2017. En 2017, malgré sa défaite électorale, eh bien, elle avait estimé avoir progressé électoralement et elle avait dansé avec ses militants le soir même. On verra dans quelques instants, dans quelques minutes, si ce sera la même chose ce soir à Paris. Merci beaucoup Damien Roulette en direct du QG de Marine Le Pen. Annie Capel, on a attendu toute la soirée ces estimations officielles, ça vaut bien peut-être la peine de les rappeler. Oui, donc 58,2 exactement pour Emmanuel Macron et 41,8%. Cela dit, on est encore en début de soirée, il y a des bureaux de vote qui ferment en ce moment même. Ça veut dire que ce chiffre peut encore évoluer, mais je pense qu'on ne peut pas remettre en question la victoire d'Emmanuel Macron qui sera bien réélu, puisque depuis que les sondages existent, je pense il n'est jamais arrivé que le candidat qui avait été donné vainqueur à 20h changeait de côté dans le courant de la soirée. Donc c'est une victoire plus nette que ce que l'on craignait. On a évoqué 55-57% en début de soirée. Là, on est à plus de 58%, donc on s'approche des 60%, ce qui est pas mal. Néanmoins, ça reste une demi-victoire ou une demi-défaite pour Emmanuel Macron. Il faudra mettre des choses au point, essayer de rassembler cette France, comme on l'a dit, plus que jamais divisée. Oui, tout à fait, 58-42, un peu plus même pour Emmanuel Macron. Si ces chiffres se confirment, Pierre Mathieu, vous êtes directeur de Sciences Po Lille. Est-ce qu'on peut parler de victoire ou, comme Annick l'a dit, de demi-victoire ? Est-ce que Emmanuel Macron, ce soir, est bien élu ?
Alors, les chiffres vont se confirmer, hein, ça va bouger de 0,5% probablement dans un sens ou dans un autre, mais c'est confirmé. Alors, si on regarde toutes les élections depuis 1965, 58-42 ou un peu plus de 58, un peu moins de 42, c'est quand même plutôt dans la fourchette haute des élections des présidents de la République en France. Hein. C'est à peu près du niveau du général de Gaulle en 65, de Georges Pompidou en 69, donc c'est plutôt la fourchette haute. Sauf que l'un des candidats était un candidat d'extrême droite, donc ça change un peu la donne. Et puis par rapport à 2017, comme je le disais avant le journal tout à l'heure, c'est que effectivement c'est 8% de moins pour Emmanuel Macron, avec une abstention plus importante. Ça veut dire que donc Emmanuel Macron est réélu, ce qui est un succès. Donc on le redit, c'est la première fois qu'un président est réélu hors cohabitation. Donc il réalise là une performance historique qui n'avait jamais été réalisée. Mais au final, on le verra vers 23h ou minuit, il va gagner avec 3,5 millions de moins de voix que en 2017. Donc ça veut dire et Marine Le Pen, elle, réalise ce soir, quoi qu'il arrive, le meilleur score en pourcentage, mais aussi en nombre de voix de l'histoire de l'extrême droite française. Hein. Jean-Marie Le Pen avait fait 5,5 millions de voix en 2002. Là, elle va faire probablement 12 millions de voix au moins. Donc vous imaginez quand même que c'est une victoire indiscutable, mais une victoire probablement un petit peu décevante pour Emmanuel Macron. Alors, on commence à entendre des coups de klaxon ici sur les Champs-Élysées. Les Français, maintenant, sont officiellement informés de la victoire d'Emmanuel Macron. Rendons-nous donc dans la Bellevilloise. C'est un lieu culturel du 20e arrondissement de Paris où on avait quitté Marc Sirlereau un peu plus tôt dans la soirée. Marc, vous me disiez que les Français sur place ne voulaient pas connaître le résultat avant 20h pour garder le suspense. Comment ont-ils réagi sur place à cette victoire d'Emmanuel Macron ? Beaucoup de soulagement, mais avec un paradoxe. Quand on a vu l'image de Marine Le Pen, tout le monde a sifflé dans la salle. Et quand on a vu le visage d'Emmanuel Macron, donc en vainqueur, quelques-uns seulement ont applaudi. Mais il y avait un soulagement que Marine Le Pen ne gagne pas cette élection. Et ça sera la preuve de toute la difficulté qui va attendre maintenant Emmanuel Macron auprès de ces jeunes électeurs, pour la plupart de gauche, qui veulent des résultats concrets, qui veulent un changement de politique de la part d'Emmanuel Macron. Il y a 2 mois avant les législatives, un gros enjeux, beaucoup de défis pour Emmanuel Macron, sans doute un début de quinquennat beaucoup plus compliqué qu'en 2017, et on peut déjà dire que l'état de grâce, il n'est plus vraiment là. Merci beaucoup Marc Sirlereau. Pas d'état de grâce non plus pour Marine Le Pen. On va retourner à son QG. On avait quitté Damien Roulette. Vous nous disiez que sur place, la déception était très importante. On imagine que c'est toujours le cas. Qu'est-ce qui va se passer concrètement maintenant dans les minutes et les heures qui viennent au QG de Marine Le Pen ? Eh bien, tout d'abord, on va avoir une concertation entre Marine Le Pen et ses plus proches lieutenants. Certains sont évidemment sur les plateaux des médias, mais beaucoup sont arrivés ici. J'ai pu les voir, notamment Sébastien Chenu, député des Hauts-de-France tout à l'heure. Ils sont là au-dessus de la salle dans laquelle je me trouve et discutent entre eux quel va être le discours, quels sont les mots qui vont être utilisés. Et puis on imagine que, comme en 2017, Marine Le Pen téléphonera à Emmanuel Macron pour le féliciter. Ensuite, elle viendra s'expliquer ici derrière moi. On verra alors si l'atmosphère se réchauffera, parce que là je peux vous dire que c'est la Bérésina, il n'y a pas un drapeau qui vole, il n'y a plus un cri dans la salle, ça parle très fort mais on se détourne totalement des smartphones, alors que jusque là il y avait une certaine fébrilité pour voir quels étaient les résultats. Donc on verra ensuite l'arrivée de Marine Le Pen ici derrière pour son discours, les mots qu'elle emploiera, et puis si cette fois il y aura un bain de foule avec ses militants. Merci beaucoup Damien, et voici une ambiance très différente de celle qu'on a pu apercevoir sur le coup de 20h au Champ de Mars. C'est là que se trouvent les militants et les sympathisants d'Emmanuel Macron. Quentin Warlop, on vous avait quitté parmi les cris de joie. Est-ce que l'atmosphère est toujours à la fête, ou est-ce que l'ambiance est tout de même un peu retombée ? Non, vous l'entendez, c'est ambiance boîte de nuit ici derrière moi, avec la musique de Daft Punk. Juste avant, je vous précise tout de même, il y a 2 minutes, c'était la Marseillaise qui était chantée ici sur le Champ de Mars, où sont réunis 3000 personnes. Mais les proches d'Emmanuel Macron, avec qui on est régulièrement en contact, se projettent désormais vers ces fameuses législatives. Car oui, que va-t-il se passer maintenant ? Eh bien, dès demain, tout le monde va travailler sur ces fameuses législatives. Dès demain, officiellement, le nom d'Emmanuel Macron sera donné. Il faudra attendre mercredi pour que Laurent Fabius, le
président de la Cour constitutionnelle valide le nom du futur président, mais ce ne sera qu'une formalité pour Emmanuel Macron qui, Pierre Mathieu le disait, a perdu à peu près 3 millions d'électeurs. Et ça, c'est un signal fort. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de gens avec qui on a pu parler qui ont été déçus par ce quinquennat. Ça fait plus de 3 semaines qu'on est sur les routes de France et c'est vrai que beaucoup nous l'ont dit. Ça veut dire qu'il va devoir rassembler, il va devoir aller chercher des soutiens d'autres partis, éventuellement faire des efforts pour pouvoir gouverner. Merci beaucoup Quentin et on va rendre l'antenne dans un instant, mais tout de même une dernière question Pierre Mathieu, vous êtes directeur à Sciences Po Lille, on voit qu'il y a au moins 2 France ce soir, voire plus. Est-ce que ces France sont réconciliables ? Il y a au moins 3 France, parce qu'on a beaucoup parlé ce soir, il y a Jean-Luc Mélenchon. On va réconciliable dans les urnes, on va le savoir au mois de juin, c'est l'enjeu majeur maintenant, c'est le mois de juin, c'est quelle majorité va pouvoir sortir. Les élections législatives, quelle majorité peut en ressortir, avec probablement trois groupes qui vont s'opposer, la gauche, la droite extrême et puis le grand bloc central qu'incarne Emmanuel Macron. Je pense que cette élection, elle est claire et nette, donc il y aura pas de débat sur cette élection, mais je pense qu'on est parti pour des ennuis maintenant, je pense. Eh bien, merci beaucoup Mathieu, merci Annick Capel d'avoir été là, merci à toutes nos équipes qui sont sur le pont, qui ont été sur le pont pour le premier tour et pour le second tour. Merci vraiment à elle. Et puis Mariam, mais voilà, tout simplement, il est passé 20h, on connaît le nom du prochain président français et je vous rends l'antenne. Et merci Laurent de nous avoir fait vivre en direct cette élection présidentielle française. Et puis vous pouvez continuer à suivre cette élection, cette soirée électorale en live sur notre site rtbf.be/info. On reviendra évidemment sur la victoire d'Emmanuel Macron dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Stéphane Piedboeuf vous informe pour la météo. Place ensuite au jardin extraordinaire. Excellente soirée sur la Une.